La mosquée Qaria Atiqa, donc qui veut dire ancienne, qui se trouve du 12e, 13e siècle, qui se trouve à Khotan, justement, cette ancienne grande cité Sakka de culture indienne, de religion bouddhiste, qui a été islamisée, turcisée au cours du 11e siècle, qui a malheureusement été détruite par les autorités chinoises pour des raisons incompréhensibles. Et à droite, vous pouvez voir la mosquée d'Aïd Gah, ce qui veut dire l'espace pour la prière, Aïd en arabe et Gah en persan. Donc ce n'est pas une mosquée, c'est un espace de prière ouvert pour les prières des fêtes. Et qui date du XVe siècle, de la fin de cette seconde période de la dynastie Tcharataïde, la dynastie orientale du Mogolistan, qui est bien évidemment dans son état actuel très très restauré comme vous pouvez le voir. L'Empire Timouride, on le voit à l'ouest, dans sa plus grande extension. Alors, il réunit l'ensemble de l'Okoumène lorsqu'il domine même le sultanat de Delhi, car Timour a envoyé des expéditions aux confins du monde connu de l'époque, jusqu'en Anatolie, où il a battu les Ottomans à Ankara, dans le Moyen-Orient, contre les Mamelouks d'Égypte et de Syrie, principauté russe de Moscovie, contre Moscou, et il envoie des expéditions aussi contre le sultanat de Delhi. À la veille de sa mort, il projetait de marcher pour punir les Ming, dynastie chinoise qui avait renversé les Yuan, la dynastie Gengis-Khanite de Chine. Et donc il aurait cumulé l'ensemble des grands empires sous son contrôle. Et ça n'a pas été le cas, et c'est ce qui préserve en fait l'indépendance du Moghoulistan, la partie non timouride de l'ancien Khanat Tcharataïd. Simplement pour illustrer la puissance de cet empire timouride avec ce palais de Tamerlan à Samarcande, capitale qu'il a choisi non loin de son village d'origine. Le Moghoulistan occidental, qu'on voit au nord du Tian Shan, et le Moghoulistan oriental, surtout au sud du Tian Shan, et également donc la région d'Urumqi, l'actuelle capitale du Xinjiang. Donc là, on voit commencer à se former le Xinjiang tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec cette frontière entre Moghoulistan occidental et Moghoulistan oriental. La dynastie Ming, quant à elle, en Chine, hérite de la dynastie Yuan un contrôle nominal sur le Tibet, qui reste donc un protectorat de la Chine, était un protectorat de la Khanbaliq Yuan, et elle devient un protectorat de la Pékin Ming. Alors pour cette dynastie Tcharataïde qui se transforme à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, au moment où le monde des dynasties se transforme de manière générale, le moment où les Ottomans battent les Mamelouks, le moment où les Safavides réunifient l'espace irano-irakien un temps, et puis surtout iranien ensuite, et créent une religion d'État chiite, où les Ottomans créent leur religion d'État également sunnite, en se désignant eux-mêmes comme califes, où les nouvelles dynasties apparaissent aussi en Asie centrale, avec l'irruption des Gengis Khanites ouzbeks, qui vont construire l'identification nationale des turcophones d'Asie centrale, qui parlaient le karlouk, qui parlaient la langue classique, appelée encore Tcharataïde au XIXe siècle. Parmi toutes ces nouvelles dynasties, la dynastie Tcharataïde prend un virage et devient donc le sultanat de Yarkand, le dernier vestige de l'empire du Khanat Tcharataïde, dynastie complètement islamisée, turcophone, mais qui continue à insister sur son origine Gengis-Khanide, comme certains Khanats ouzbeks de l'autre côté. Voici un détail de la tombe du premier sultan, avec une très très belle dédicace en Nasr Toulout. Autre vestige de mosquée, avec ici très clairement une inspiration indo-mongole, une branche de la famille timouride, des descendants de Tamerlan, qui, face à l'invasion ouzbek, échouant à conserver l'Asie centrale ex-soviétique, ont repris le grand couloir de migration qui les a conduits à travers l'Hindoukouche jusqu'à conquérir le sultanat de Delhi et l'Inde du Nord et à former l'empire moghol, à donc désigné comme mongol en raison de leur origine timouride, bien que ce fût des populations qui étaient turcophones jusqu'à leur arrivée dans le nord de l'Inde. Et donc on a des contacts entre ces différents groupes, évidemment, de culture turco-mongole musulmane, du nord de l'Inde, et du bassin du Tarim. On retrouve ces mêmes contacts qu'on avait dans l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Et à droite, avec notamment le minaret, notamment le pushtak, le portail principal, qui rappelle donc les modèles architecturaux qu'on trouve dans l'Asie centrale ouzbek de cette époque, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Pourquoi ce territoire du Mogolistan oriental, du sultanat ou Khana de Yarkand, le bassin du Tarim, turcophone, depuis le Xe, XIe siècle, islamisé depuis le Xe, XIe siècle également, complètement indépendant de la Chine depuis le retrait de l'occupation Tang au 8e siècle, puis le point de départ de sa mise en contact avec le Khaganat turc nomade des Ouïghours et le point de départ de son appropriation identitaire, comment ce territoire s'est-il retrouvé à être le sujet de l'empire chinois et de devenir une province autonome de la République populaire de Chine aujourd'hui? Comment expliquer cette troisième occupation chinoise après les quelques décennies de protectorat à l'époque Han au 1er siècle avant notre ère,
la formation des 4 garnisons au milieu du 7e siècle, à l'époque de l'empereur Tang Taizong. Comment expliquer donc cette troisième occupation chinoise qui, en fait, techniquement, ne commence qu'au cours du XXe siècle. C'est lié à une nouvelle période d'invasion de peuples des steppes. Pour la partie orientale de la Mongolie, de la Mandchourie, du nord de la Corée, le peuple mandchou qui va fonder la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale chinoise. Mais pour la région qui nous concerne, un autre peuple, mongol celui-là, les Dzongars, qui déferlent depuis les steppes de l'ouest de la Mongolie, de l'est du Kazakhstan, et finissent par contrôler la moitié orientale du Kazakhstan actuel et le bassin du Tarim, réunifiant l'essentiel du territoire de l'ancien Moghoulistan sous donc la férule de cette tribu mongole, les Dzongars. Le Khana Dzongar qui vassalise le Khana ou sultanat de Yarkand. Les Dzongars, comme les Khitans 400 ans plus tôt, ne s'islamisent pas, mais ils dominent un territoire islamisé. Les Dzongars ne parlent pas turc, mais ils dominent un territoire turcophone. Et puis finalement, ils ont été battus par les Mandchous, ce qui a conduit à l'intégration de leur empire et de leur protectorat tibétain dans l'empire mandchou et à terme dans l'État chinois tel qu'il a été reconnu dans les frontières de l'empire mandchou. L'histoire de l'époque moderne avec le déferlement de populations issues d'anciennes hordes d'or de la fin du Moyen-Âge, du début de l'époque moderne. Bien sûr, les Ouzbeks qui font ces 3 khanas qui reprennent des régions historiques de l'Asie centrale, ex-soviétique, la partie occidentale de l'ancien Khanat Chagatai, qui était dominé par les Timourides jusqu'au début du XVIe siècle. Le Khanat de Khiva dans le Kharezm, dans le delta de la Moudaria, le Khanat de Bukhara, pour la Transoxiane centrale, l'espace de l'ancienne confédération saoudienne, le Khanat de Kokhan pour le complexe d'oasis de Fergana et de Tchatch, l'actuel Tashkent. Mais il y a d'autres populations issues de la Horde d'Or qui vont fonder le Khanat des Nogai entre le Caucase et l'ouest du Kazakhstan et le Khanat des Kazakhs dans l'espace de la steppe du Kazakhstan actuel. À cette époque, le Khanat de Yarkand qui est un état islamisé turcophone, similaire donc au Khanat ouzbek. La descente de le dernier héritier de la dynastie timouride, Babour, le fondateur de l'empire moghol, qui reprend cette voie de migration depuis l'Asie centrale vers l'Inde du Nord. On voit poindre au nord-est les Mandchous, qui au XVIe siècle sont encore lointains, et qui au XVIIe siècle, en revanche, conquièrent la Chine Ming très rapidement. Et puis les Dzongars, ceux qui nous concernent directement, qui ont pris la place des Khan Chagatai du Mogholistan, qui occupent donc la partie occidentale de la Mongolie, orientale du Kazakhstan, et le territoire à qui ils vont donner leur nom de la Dzungarie, le plus au nord du Xinjiang ouïghour actuel. On a cette expansion du territoire Dzungar au détriment du Khana kazakh, au détriment évidemment du Khanat de Yarkand, qui devient leur vassal, et puis malgré tout, donc on a l'expansion des Mandchous qui va finir par d'abord assujettir les Dzungars, puis les battre et même conduire à un des premiers génocides. La population Dzungar a été exterminée par l'empire mandchou. Voici notre dernier Khan Dzungar de ce début de XVIIIe siècle. Dernier Khan Dzungar donc, qui a été battu par cet empereur Qianlong des Mandchous. Et cet empereur transforme l'empire mandchou, qui est un empire donc de population nomade septentrionale, d'envahisseurs barbares conquérants, en un état centralisé et hanisé. Au cours de ce processus nationaliste, identitaire, l'empereur Qianlong non seulement donc extermine les Dzungars et annexe l'ensemble de leur empire, la Mongolie orientale, une partie du Kazakhstan, du Kyrgyzstan actuel, la Dzungarie en tant que telle, le bassin du Tarim, leur protectorat, le Tibet, qui était leur protectorat lointain, mais en plus, découvrant le patrimoine bouddhiste du bassin du Tarim, turcophone et musulman, il écrit même un traité pour nier que Khotan, grande capitale de la culture indienne et du bouddhisme du début du Moyen-Âge, n'ait jamais été bouddhiste. Ce faisant, en intégrant ces provinces de l'empire Dzungar, de la Dzungarie, de la dépression de Turfan et du bassin du Tarim, dans l'empire Qing mandchou, il invente le concept chinois Han, en langue mandarine, de Xinjiang, la nouvelle frontière. Et donc la situation au moment de la modernisation de l'Empire Qing et au moment de la négociation de ces frontières internationales, après l'extermination des Dzungars et l'intégration des territoires de l'Empire Dzungar, l'assujettissement de ce que l'empereur Qianlong appelle la nouvelle frontière, en même temps la descente des Russes dans l'espace de l'Asie centrale, turcophone, musulmane, avec la formation donc du Turkestan russe, qui deviendra bien sûr des républiques socialistes soviétiques de l'Union soviétique. Et provisoirement, on a, à la fin du 19e siècle et jusqu'à
la Première Guerre mondiale et la Révolution soviétique, on a deux protectorats, le protectorat de Khiva et le protectorat de la Boukharie, hein, deux territoires qui font la frontière du Turkestan russe avec l'Afghanistan, servant de zone tampon entre le Turkestan russe et les Indes britanniques. Le Tibet est considéré comme un protectorat, il y a un représentant du gouvernement impérial Qing, mais l'administration directe est laissée à l'autorité bouddhiste monastique tibétaine du Dalai Lama. Quant au Xinjiang, on est dans une situation intermédiaire où on a des gouvernements locaux dans les cités, et on a des garnisons qui sont là pour assurer les routes de commerciales et pour assurer les postes frontières, mais on n'a pas du tout de gestion administrative directe, ni de présence massive de Han. On a bien au contraire plutôt une présence assez importante de Chinois musulmans qui se sont très largement convertis et développés en fait à l'époque mongole, à l'époque où une grande partie de l'empire mongol en fait se convertit à l'islam et où une partie de l'élite mongole chinoise et donc de la population chinoise qui fait partie de ces réseaux commerçants du nord et du nord-ouest de la Chine, se convertissent à l'islam. Cette population Hui, c'est elle qui va être utilisée un peu comme relais de l'Empire Qing pour administrer le Xinjiang à cette époque. Et c'est là que trouve le gouverneur, hein, Zhui Shuren, au moment de la révolution chinoise de 1911, qui renverse la monarchie mandchoue et instaure le point de départ d'un nationalisme chinois moderne, républicain, alors même qu'en fait, l'ensemble de l'Empire s'effondre en une multitude d'États seigneuriaux indépendants. La carte avec les différents seigneurs de guerre, tout pour la Chine proprement dite et pour le sud de la Mandchourie qui y est appendu. La Mongolie extérieure, qui est considérée comme un État indépendant. La Corée, qui à l'époque est une colonie japonaise. Et puis pour toute la partie orientale, on ne voit pas de seigneur de guerre, et donc en fait, on est dans des territoires qui échappent complètement au gouvernement central, que ce fût celui de Pékin, qui s'effondre très rapidement, ou de celui de Nankin, qui est dirigé par les nationalistes chinois, c'est la zone en bleu qu'on voit à l'est. Ce qui permet au Tibet d'être de facto considéré comme un État indépendant. C'est également le cas pour la Mongolie, qui va se retrouver sous protectorat russe, et le Xinjiang, qui se retrouve dans une situation intermédiaire, pas très claire, ce qui va conduire donc à la fondation de la première république progressiste islamique du Turkestan oriental, une vingtaine d'années après la révolution chinoise, dans cette zone trouble, qui a pour capitale Kashgar, par opposition à l'ancien Khana qui était à Yarkand, et par opposition bien entendu au poste de contrôle mandchou qui se trouve à Urumqi, très en dehors de l'espace ouïghour, turcophone, musulman, dans l'espace de la Dzungari, dans l'espace des steppes kazakhs. Au moment où on a la république de Kashgar, on a une domination, une seigneur de guerre Hui, donc de chinois musulmans, qui dirige une partie également de la province du Xinjiang, qui est le seigneur de la guerre, qui hérite du gouverneur mandchou et du gouverneur de la première république de Chine, qui crée un pouvoir personnel, ce seigneur de la guerre qui dirige officiellement le Xinjiang, enfin pour ce qu'il réussit à contrôler, entre 1928 et 1938. De l'autre côté, la cérémonie inaugurale de la fondation de la République du Turkestan oriental à Kashgar, ce qui vous donne un peu une idée de l'environnement culturel dans lequel est fondé cet État qui, malheureusement pour lui, ne durera que 3 ans. Ensuite, on a une occupation soviétique qui vient mettre un peu un terme à la guerre entre les différentes factions, entre les seigneurs de guerre officiels, les seigneurs de guerre officieux, les nationalistes Hui et les nationalistes ouïghours de la République du Turkestan oriental. Et puis, une dizaine d'années plus tard, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a la fondation d'une seconde république du Turkestan oriental, mais qui celle-ci est concentrée dans la Dzungari, qui est en fait un état satellitaire de l'Union soviétique, comme est la république des Tuva et comme est la république de Mongolie extérieure à la même époque, qui sont des protectorats soviétiques que la Chine ne reconnaît pas, même si elle sera contrainte de reconnaître finalement l'indépendance de la république de Mongolie un peu plus tard. Et puis en 1949, l'Union soviétique, qui soutient évidemment le Parti communiste chinois de Mao Tse-tung, rétrocède la République du Turkestan oriental à la Chine communiste. Et donc à partir de 1949, on a l'intégration de l'ensemble de la province du Xinjiang à l'administration chinoise qui va progressivement s'implanter et qui va lancer à partir des années 60 à 70 une politique de colonisation Han de la province.